va faire requête DNS request et reply, mais elle sera totalement cryptée. DNS over HTTPS, il ne marche pas sur le port 53, TCP/UDP. Il marche sur le port 443. Et donc, le DNS request, DNS reply, ils vont être cryptés et l'administrateur de sécurité, il va rien voir, il peut rien inspecter sur ce protocole DNS-là. Donc, si on active DNS over HTTPS, ce protocole-là, ils vont être droppés, ils vont pas marcher parce que l'utilisateur, il n'a pas le droit de faire passer des communications. Pour lui, elles sont confidentielles, mais pour l'administrateur de sécurité, c'est inaperçu. Je ne sais pas ce que vous avez compris le point de DNS over HTTPS. D'accord. DNS forwarding proxy, c'est ça la cinématique du flux. Le client, il fait passer un DNS request, un message DNS, vers le DFP. Tout ce que vous voyez ici dans un cadre bleu, c'est la plateforme locale, on-premise. Donc, tout ce que nous avons on-premise, c'est le client, le DFP et le serveur DNS interne. Bien sûr, en fait, si un utilisateur essaie d'avoir l'adresse IP privée d'un serveur qui réside en local, cette requête DNS, elle ne va pas voyager vers le cloud pour être inspectée. Elle doit être court-circuitée vers le réseau, vers notre serveur DNS interne. Et puis, si la réponse doit être une réponse publique, le DFP, il va transférer vers le cloud, vers le SaaS, la requête DNS request, et puis cette DNS request-là, elle va avoir une réponse positive ou négative. Dans le cas où, dans notre cas, le DFP, il va essayer de contacter quatre adresses IP publiques d'Infoblox. La première, 3 fois, si elle est down, il passe à la deuxième, 3 fois, si elle est down, troisième, puis quatrième. Ça sont toutes les adresses IP publiques d'Infoblox dans le cloud. Après que il considère que le DNS Infoblox, il est totalement down, donc il va diriger la requête DNS vers un DNS local server qui va quand même apporter un DNS reply à l'utilisateur, même si ce DNS reply-là, il n'est pas sécurisé, mais quand même, on a une continuité de service. Tout ça, c'est préconfiguré sur la plateforme. Lors du déploiement, lorsqu'on est en train de faire la configuration de la plateforme DNS, on doit faire des exclusions pour que le DFP n'ait pas faire une résolution de nos domaines privés à l'extérieur. Parmi les attaques DNS qui sont protégées par Infoblox, on trouve le DNS Amplification. C'est quoi DNS Amplification? Moi, je suis un attaquant. C'est ici. Je fais une requête. Je formule une requête DNS request, mais en utilisant l'adresse IP source de ce petit bonhomme, en disant que c'est quoi l'adresse IP de ce nom de domaine-là? On envoie la requête vers le DNS public, mais le pauvre DNS public, il ne comprend pas que l'attaqueur, il a changé son adresse IP source. L'attaqueur, il a changé son adresse IP source par l'adresse IP de l'utilisateur ou bien du serveur qu'il veut attaquer. Donc, lorsque le serveur DNS il répond, il ne va pas répondre l'attaqueur, mais il va bien sûr en fait répondre le serveur DNS qui est attaqué. Donc,
Le hacker, l'attaquant, il vise pas le serveur DNS. L'attaquant, il vise un autre serveur qui est sur Internet, mais en utilisant le DNS amplification. C'est-à-dire, il envoie des requêtes massives DNS request en changeant l'IP source par l'IP par l'IP par l'IP de la plateforme qu'il veut attaquer. Et les réponses sont, ils vont inonder le serveur DNS qui est attaqué. Et imaginons euh, une, euh, une armée d'attaqueurs qui vont faire la même chose. Donc ça sera vraiment des requêtes DNS qui sont très, très, très massives et qui peuvent faire tomber le serveur de destination. Je ne sais pas ce que vous avez compris cette attaque-là, qui est DNS Amplification. D'accord, si vous n'avez pas de questions, on peut... d'accord. On passe. Donc, par quel moyen Infoblox Street Defense va bloquer ça? C'est par le RRL, donc Response Rate Limiting. Quand on découvre qu'un attaqueur il est en train d'envoyer massivement des requêtes DNS request, on va le bloquer pour un certain moment, et puis on va l'autoriser, puis on va le bloquer. C'est juste c'est un rate limit, c'est-à-dire qu'on va le bloquer pour un certain moment, puis l'autoriser pour ne pas inonder ni nos serveurs DNS, ni les destinations. Donc si on veut installer le endpoint sur les PC, voici les systèmes d'exploitation qui sont supportés. C'est Linux, Ubuntu, Red Hat, Windows et Mac. Ça, on l'avait déjà expliqué. Les types de policy rules, il y a les feeds qui sont les catégories, les custom lists et les filters. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Les parties qui est passée parce qu'on va clôturer la première partie et entamer la deuxième partie qui est SOC Insights. Donc, SOC Insights, c'est quoi? C'est une plateforme de SOC, d'Infoblox, Street Defense, dans le cloud qui va analyser tous les logs de requêtes DNS analysés avec intelligence en regardant les sources, les destinations, la récurrence, la nature de la requête DNS qui est faite, combien de fois. Bon, euh, le SOC Insight, il va analyser plusieurs facteurs à partir de logs pour fournir une réponse automatique parce que le SOC, il ne peut pas tout analyser. Un SOC humain, un être humain, il ne peut pas tout analyser en temps réel. Mais si cette démarche elle est faite par du machine learning et de l'intelligence artificielle, bien sûr, en fait, elle pourra aider le SOC. Le but, c'est quoi? C'est de faire de l'analyse, deep analyse des événements et apporter des autorismes, c'est-à-dire lorsqu'un un être humain ne détecte pas une brèche de sécurité, le SOC Insights, qui est une licence fournie par Infoblox, pourra faire ce job à la place des utilisateurs et fournir soit un blocage, soit une autorisation, mais en général, si on parle de sécurité, on parle de blocage. Donc, l'autorisme serait de bloquer une destination qui était inaperçue par un être humain et l'insérer dans un feed automatiquement, et puis elle va être bloquée. Euh, donc voilà,
si on regarde deeply